Le but de cette vidéo est de montrer comment fabriquer, d'une façon qu'on peut qualifier d'artisanale, une machine à dynamiser l'eau de Marcel Violet. Alors, deux petits mots d'historique, très bref. Donc, Marcel Violet était un ingénieur des arts et métiers qui, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, a réalisé que l'eau d'orage avait des propriétés tout à fait particulières. Et donc, il s'est, après d'importants travaux de recherche, notamment dans les laboratoires de l'école polytechnique, il a mis au point une machine qui est censée fabriquer de l'eau d'orage, c'est-à-dire une eau qui a des propriétés très particulières. Alors voilà comment est constituée cette machine. Elle est constituée de deux bocaux, un de départ qui est placé dans la position la plus élevée et un d'arrivée qui est placé dans la position basse. Alors, différents processus ont été utilisés, notamment des pompes d'aquarium pour faire passer l'eau de l'un dans l'autre. En fait, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était encore d'utiliser la gravité, la pesanteur. C'est-à-dire que si vous placez le bocal de départ assez nettement plus haut que le bocal d'arrivée, l'eau va s'écouler par siphonnage du plus élevé vers le bocal inférieur. Ensuite, du bocal du haut part un tuyau. Évidemment, ce tuyau peut être dans des matières variables. Moi, j'ai voulu éliminer le plastique en me procurant du tuyau en latex pur. Ce tuyau en latex pur se trouve assez facilement à acheter sur Internet. Il est utilisé notamment dans les laboratoires et dans les hôpitaux. Donc, ensuite, sur ce tuyau en latex pur, sont enfilés deux aimants au néodyme. Alors là, pareil, une ancienne conception qui consistait à utiliser des électroaimants, mais qui, étant branchés sur le 220, avait comme inconvénient d'être très souvent, entre guillemets, oublié par les protagonistes, et ça aboutissait constamment à la fonte pure et simple de l'électroaimant. Alors, c'est pas que ça coûte une fortune, mais à coût de 6 €, ça finissait par être inabordable. Donc, on a remplacé les électroaimants par des aimants au néodyme, avec peut-être un inconvénient, mais là, des expériences supplémentaires seraient nécessaires pour vérifier que ça a vraiment une importance. C'est que l'aimant au néodyme, lui, est permanent, mais en revanche, il est toujours dans le flux magnétique est toujours dans le même sens. Alors qu'un aimant, un électroaimant, lui, le flux magnétique change de sens 50 fois par seconde. Alors, Marcel Violet, dans son livre « Le secret des patriarches », parle d'un électroaimant. Comme un certain nombre de détails concernant sa machine n'ont jamais été officiellement précisés dans une description princeps faisant autorité, alors il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on en est réduit aux suppositions, et c'est le cas de cet aimant. Moi, maintenant, je fais la machine avec des aimants au néodyme que je me procure en Allemagne ou en Tchécoslovaquie, d'ailleurs, les deux sont possibles, à des prix à peu près équivalents et par des sociétés tout aussi compétentes l'une que l'autre. Ces aimants au néodyme sont très puissants puisque malgré leur taille relativement petite, la force d'attraction est 9 kg entre chaque. C'est-à-dire que ces aimants, faut faire très attention quand vous les manipulez parce que la force d'attraction est tellement puissante que si l'un des deux vous échappe, souvent il vient se coller avec une telle violence sur son alter ego qu'il explose. Et c'est pas non plus là que ça soit extrêmement cher, mais bon, c'est à éviter parce qu'il est plus utilisable une fois qu'il est en miettes. Donc il y a des disques en plastique qui sont en résine qui sont livrés avec, et je pense qu'il faut laisser toujours un disque entre les deux pour justement permettre de les décoller et sans les casser, de les manipuler sans les casser. Ensuite, donc le tuyau, donc vous voyez le circuit de l'eau. Elle part par siphonnage du bocal du haut, elle passe dans le tuyau, de là elle passe dans l'aimant, ensuite elle arrive dans le bocal d'arrivée dans lequel elle s'égoutte. Alors là, on va être obligé de faire une petite pause parce qu'il faut que j'aille chercher un truc.
sur le tuyau d'arrivée est branchée une pipette, dite pipette Pasteur, qu'on peut là aussi assez facilement se procurer, notamment chez les fournisseurs de verreries de laboratoire. Cette pipette Pasteur, elle est donc enfilée dans l'extrémité inférieure du tuyau. Et pourquoi cette pipette? C'est pour ralentir le débit. Parce qu'il est tout à fait évident que si l'eau passe trop vite dans l'aimant au néodyme, elle n'a pas le temps de se magnétiser ou mal, et donc elle serait imparfaite. Pour qu'elle ait bien le temps de subir le magnétisme, la seule astuce que j'ai trouvée, c'est de réduire le débit. Donc, je fais passer l'eau dans cette pipette Pasteur, et comme je trouvais que ça passait encore trop vite, à l'extrémité, à l'endroit où la pipette se rétrécit, à l'intérieur, j'ai mis un petit morceau de fil d'or, donc j'ai écrasé une extrémité pour que ça ait la forme d'un clou. Ce qui fait que le fil ne peut pas passer dans le tube capillaire, il reste à la jonction des deux, et ça réduit encore le débit, ce qui fait que là, l'eau passe en plus de 30 minutes. 1 litre, mais plus de 30 minutes pour passer du bocal supérieur au bocal inférieur. Donc voilà pour le circuit de l'eau. Ensuite, il va falloir que l'eau subisse l'influence de ce que Marcel Violet appelait rayon cosmique, enfin sans trop savoir de quoi il s'agit, puisque c'est un rayonnement sans doute de type électromagnétique, mais qui aurait une fréquence absolument inouïe, puisqu'elle serait de l'ordre de 10 puissance 40. C'est vertigineux. En plus, aucun appareil, même à l'heure actuelle, n'est capable de mesurer de pareilles fréquences. Et donc, sur ce qui vient de l'extérieur de la Terre, on ne sait pas grand-chose, c'est juste des suppositions de Marcel Violet et de ses coéquipiers. Donc, on est obligé d'utiliser une antenne pour recueillir ces signaux, et cette antenne, c'est très simple, c'est le circuit électrique de votre maison ou de votre appartement, c'est-à-dire une très grande longueur de fil de cuivre, puis qui décrit des courbes, des machins, puisque le circuit est compliqué, et donc, voilà. Alors, comment faire pour utiliser ce circuit électrique comme antenne? Très simple. Un fil électrique muni d'une fiche banane à une extrémité. Et cette fiche banane, vous la rentrez dans un seul des deux trous d'une prise de courant. Alors, pareil, là, Marcel Violet n'a pas donné de précision s'il fallait utiliser, puisque dans nos maisons, nous sommes alimentés en 220 volts, 50 Hz, avec un fil de phase, un fil de neutre, et il n'a pas précisé si on devait le brancher sur le neutre ou sur la phase. Après avoir essayé les deux, j'ai l'impression, mais il ne s'agit que d'une impression, il faudrait faire des expériences, en particulier avec un certain échantillonnage de personnes. J'ai l'impression personnelle, mais unique, c'est-à-dire je suis juste le seul à prétendre ça, que c'est mieux avec la phase. Donc vous branchez cette fiche banane dans la phase que vous aurez repérée avec un tournevis testeur d'électricien, petit tournevis qui comporte une petite ampoule au néon dans le manche et qu'on rentre dans la prise pour voir de quel côté ça s'allume. Voilà. Alors ensuite, ces signaux sont conduits donc de votre circuit électrique de maison par ce fil jusqu'à une des plaques de ceci qui est un condensateur très particulier puisque le diélectrique est fait avec de la cire d'abeille. Alors on va devoir s'étendre un petit peu sur la réalisation de ce condensateur parce qu'il faut bien le dire, vous avez pu voir que jusqu'à présent tout le reste est d'une très grande simplicité à réaliser, mais le condensateur à la cire d'abeille, lui, n'est pas très simple à réaliser pour 3 raisons. Premièrement, il faut se procurer un pot en grès d'un modèle semblable à celui-ci. Or, c'est pas évident parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est forcément des trucs anciens qu'on a un petit peu de mal à trouver. Parfois sur eBay, parfois sur Le Bon Coin, parfois, enfin bon, c'est pas toujours, des fois dans des brocantes, vous pouvez tomber sur des pots en grès de ce genre. Il faut savoir qu'à une époque, un fabricant de moutarde dont je ne ferai pas la pub
vendaient de la moutarde dite à l'ancienne dans des pots en grès de ce type. Alors on arrive à en trouver aussi de gens qui quand ils avaient consommé le contenu, gardaient le contenant. Et donc certaines personnes vendent sur Internet ces pots en grès, ces anciens pots de moutarde qu'on peut aussi acheter. Donc difficulté du pot, pour acheter pour trouver le pot en grès. Deuxième difficulté, et non des moindres, trouver de la cire d'abeille non chauffée. Alors là, la cire d'abeille non chauffée, c'est le problème le plus difficile à résoudre. Parce que ça suppose de trouver, pas trop loin de chez soi, un apiculteur qui fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas chauffer les rayons pour en extraire le miel, qui les extrait par centrifugation et qui dispose d'une machine, ça s'appelle un rasoir à rayons, c'est-à-dire que c'est une espèce de scalpel qui fonctionne perpendiculairement au rayon et qui enlève l'opercule de cire que les abeilles ont construit sur chaque alvéole. Ça, c'est de loin la mieux, parce qu'on peut aussi, une fois que le miel a été extrait par centrifugation, on peut aussi se procurer la cire des rayons. Mais la cire des rayons, elle comporte deux inconvénients. D'une part, les rayons sont faits de vide, les cloisons sont très fines, et il faut donc une quantité énorme de rayons pour arriver parce que la cire, une fois fondue, il n'y a plus d'espace dedans, c'est que de la cire. Et donc, pour faire un pot comme ça, il faut une quantité de rayons énorme. Et puis, deuxième inconvénient, c'est que souvent, les apiculteurs, pour ne pas s'enquiquiner, à démonter les rayons de ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire ça ressemble au cadre d'un tableau, hein, ces 4 baguettes qui dessinent un rectangle, sur lesquels sont tendus des fils dans un métal spécial, et souvent pour démonter la cire des cadres, les apiculteurs la chauffent. Or, là je ne saurais trop insister sur cette notion, la cire d'abeille, si elle est chauffée au-delà de 70 degrés, perd instantanément toutes ses propriétés utiles. Ça, c'est à écrire en rouge, à répéter sur tous les tons et dans toutes les langues. La cire d'abeille chauffée au-delà de 70, c'est de la cire morte. Cela signifie donc qu'il faut que vous trouviez un apiculteur qui, 1, extrait le miel par centrifugation, 2, soit vous fournit de la cire d'opercule qui donc elle n'aura pas été chauffée, ou 3, vous fournit les rayons sur les cadres et vous laisse les démonter avec un cutter. C'est-à-dire qu'on fait le tour du cadre avec la lame du cutter et en fracturant, puisque de toute façon ça va être fondu, donc c'est pas grave que ça soit en morceaux, vous fracturez une fois que vous avez découpé le tour et en faisant attention de ne pas couper les fils, parce que les apiculteurs n'aiment pas qu'on leur bousille leurs fils parce qu'il faut tout refaire. Donc en faisant attention de ne pas couper les fils, il faut couper au cutter tout le tour du rayon, l'effondrer et le récupérer comme ça. Donc là, grosse difficulté, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un. En plus, il a décidé récemment de vendre cette cire qui me vendait à moi, de la vendre parce que sans doute il en tire un meilleur prix. Il la vend à un VRP qui passe chez lui et qui lui donne en échange ce qu'on appelle de la cire gaufrée. C'est-à-dire c'est de la cire qui a été fondue, donc à plus de 70, et mise en forme. Ça représente une ondulation, si vous voulez en coupe, ça ressemble à un toit d'usine. Et puis ça permet aux abeilles d'amorcer la construction de leurs rayons. Alors ça, d'abord c'est pas acheté, hein. Si vous achetez de la cire comme ça, on en trouve dans